Bah, ils entendent pas avec le truc là. Ouais. Bon, on va reprendre, s'il vous plaît. Installez-vous. On va reprendre avec la session 4 sur les différentes approches. Donc on va d'abord parler des approches méthodologiques, sociétales, et on verra un point sur la gouvernance. Donc d'abord, les approches méthodologiques. On va avoir deux présentations. Un duo avec Alain Dupuis de l'ECGID et Bruno de Grissac du SMEGRED, messieurs, qui vont nous parler de la notion de bon état appliquée aux nappes captives à grande inertie. Et après, on aura une présentation de Caroline Sander de l'Institut interdépartemental du bassin de la Sèvre niortaise, qui va nous faire un retour d'expérience sur le SAGE Sèvre niortaise de Marais Poitevin. Messieurs, c'est à vous. Merci. Alors, une présentation en duo avec Alain. Alain, on se connaît depuis 30 ans. Je ne parlerai pas d'amitié parce que ça a une connotation, ça rappelle les propos d'un certain président de la République. Et ça fait 25 ans qu'on travaille sur ces objets particuliers que sont les nappes captives à inertie, à grande inertie. Les nappes profondes pour la Gironde. Alors, lui, il les voit du point de vue académique, et moi, je les vois dans la vraie vie. Donc, on est obligé de dialoguer en permanence pour arriver à organiser leur gestion. Alors, depuis maintenant une vingtaine d'années, on parle de masse d'eau. Déjà, ça, je ne me suis jamais fait. Et puis, l'objectif de la gestion, c'est le bon état. Voilà, ça, il faut l'intégrer. C'est depuis une vingtaine d'années qu'on est contraint par ces objectifs. Alors, pour être jugé en bon état, une masse d'eau souterraine doit à la fois être en bon état chimique et en bon état quantitatif. Le bon état chimique, il est défini dans l'annexe 5 de la directive cadre sur l'eau. Il est précisé dans une directive FI sur laquelle je ne m'étendrai pas. Et il repose sur une liste de substances polluantes et de valeurs limites. Le bon état quantitatif, là, ça se complique. Il est défini très sommairement dans la directive cadre. Il est précisé à la marge dans la circulaire du ministère de l'écologie du 21 décembre 2006 et il est plus clairement explicité au R212-12 du Code de l'environnement depuis 2007. Alors si on regarde ce que nous dit ce document, il nous dit que l'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible. Et donc là, on voit apparaître une notion qui est la capacité de renouvellement. Donc on commence à avoir une petite notion de ce que pourrait être le bon état. Alors, pour compléter cette définition, je suis allé farfouiller sur Internet. On retrouve cette définition sur le site Eau-France, mais on trouve sur un site de l'agence de l'eau, à Dourgaronne, puisque c'est la nôtre, une précision ou une autre formulation. On nous dit que le bon état quantitatif, qui est notamment caractérisé par le fait qu'il y a un équilibre entre les prélèvements dans la nappe et sa recharge naturelle. Donc on reformule un petit peu cette capacité de renouvellement en intégrant la notion d'équilibre, de prélèvement et de recharge naturelle. Ça renvoie à des concepts hydrogéologiques que j'ai appris sur les bancs de l'université. Ça renvoie au concept de bilan hydrologique équilibré, qui veut que dans un système hydrologique classique, on va avoir des précipitations hivernales qui vont alimenter la nappe, une apogée du remplissage, puis une vidange, un étiage, et puis on va reprendre ce cycle. Et donc, on va, bon an, mal an, retrouver toujours le même stock d'eau. En équation simplifiée, ça s'écrit sous la forme les entrées égale la sortie, plus ou moins la variation des réserves. C'est donc un petit peu comme quand vous gérez votre compte en banque. Ce sont les mêmes principes, c'est relativement simple. Et une bonne gestion, elle doit en fait nous permettre de garantir que cette variation des réserves est nulle sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va retrouver quasiment toujours le même stock tous les ans. Alors ça, je vous l'illustre ici par une chronique piézométrique choisie à proximité sur un forage de la nappe du Sable des Landes. Vous voyez là, sur la période 1975-2023, les variations piézométriques me montrent que tous les ans, le stock d'eau se reconstitue
sur cet ouvrage et donc je n'ai pas de difficulté. Je peux affirmer que dans le cas présent, on a un bilan équilibré au patin annuel et sur cette nappe phréatique du plio quaternaire, j'ai bien une variation des réserves nulle au cours du temps. La difficulté, c'est que l'objet de mes préoccupations, ce sont les nappes profondes de Gironde. Et là, je vais vous présenter ce que fait, sur la même période, un ouvrage à l'Éocène, au cœur du bassin. Et donc, vous voyez, sur la période 1975-2023, il doit perdre à peu près, je pense, une trentaine de mètres de niveau. Et là, ce que je peux constater, c'est que eh bien, ma variation des réserves, elle est continue. J'ai un delta R croissant. Et donc là, je suis obligé de me tourner vers Alain pour lui dire qu'est-ce qu'on fait avec ça et la définition du bon état. Oui, merci Bruno pour avoir présenté ça dans la vraie vie, comme tu dis. En fait, le problème, c'est qu'on part tous, généralement, d'un concept qui a été une idée relativement ancienne. La première référence que j'ai retrouvée, c'est Lee, en 1908, qui a été repris par Meissner, un théoricien de notre discipline, qui dit que, et qui pose comme principe que toute exploitation importante des eaux souterraines, on considère que le taux moyen d'écoulement pendant une longue période est évidemment, et c'est une transcription, hein, c'est traduit comme ça, égal au taux moyen de recharge. Donc en fait, on part comme si tout était équilibré dès le début. Et ensuite, l'autre problème, ça veut dire que sur cette notion-là, on va imaginer un concept de comptabilité, c'est-à-dire qu'on va faire un bilan, mais c'est statique. Et on va considérer que ce système, le bilan que l'on fait initial, on parle toujours de bon état, mais il va falloir donner une date aussi, à un moment ou à un autre, il faut qu'on arrive à établir ce bilan. Alors, l'idée qui était derrière Meissner dès 1931, c'était quoi? C'était de dire qu'on peut prélever, mais ça dépend en fait d'une eau, d'une quantité que l'on peut récupérer par rapport au système qui s'écoule naturellement. Ce n'était pas très précis, ce n'est pas encore très utilisable dans la vraie vie, mais c'est ça qui a amené, on va dire, à des considérations qui ont ensuite été transposées. Donc le bilan hydrique, tel que l'on utilise, il fait appel à deux notions, enfin surtout une. Il considère le principe de la conservation de masse, effectivement à l'identique de ce que l'on fait sur un système de surface, que ce soit un cours d'eau ou une nappe libre. Très bien. On va ensuite admettre que ce bilan-là, quantitatif, il va permettre de donner un avis, un indicateur sur un état général de notre système, à l'équilibre. Donc, des collègues renommés ont mis ça en équation, et vous avez des termes assez faciles, hein. Vous avez R, c'est la recharge naturelle. Delta R, c'est une variation de recharge induite par un prélèvement potentiel. D, c'est du drainage ou de la circulation naturelle. Et delta R, ce que la variation induite par un prélèvement. Et puis de l'autre côté, vous avez l'équilibre, c'est-à-dire le prélèvement que l'on s'autorise ou pas, et puis cette fameuse variation de stock, D de V sur dt. Alors, c'est très bien, mais on n'a toujours pas fait un bilan ni un indicateur d'état. On veut et on imagine avoir une variation de stock nulle. Pourquoi? Pour dire, en fait, c'est du concept, si c'est nul, c'est durable. Alors, si ce n'est pas vraiment nul à l'instant donné, on va tendre vers zéro pour dire, ben ouais, c'est encore mieux, c'est durable. Si on fait ça, on voit tout de suite que les précipitations, c'est donc, les prélèvements, excusez-moi, sont autorisés selon la valeur d'un différentiel entre recharge et écoulement naturel. Oui, encore faut-il que ce différentiel soit positif. Parce que si c'est négatif, ça veut dire que le prélèvement, ben, vous n'en avez pas. Il vaut à minima 0. Alors, il y a un biais qui est en fait conceptuel dans cette utilisation, c'est que on exprime, certes, un bilan fondé sur un principe de conservation de la matière, mais on l'exprime non pas selon une écriture différentielle, comme on le ferait en mécanique, mais selon un bilan de termes constant. Et ça crée un biais majeur, deux en fait. C'est que les termes de ce bilan sont considérés formellement comme étant indépendants. Or, ce n'est pas vrai. On a un système
dans lequel recharge et drainage sont liés. Or là, vous voyez qu'ils sont complètement déconnectés. Et en plus, dans la théorie qui accompagne cette démarche-là, c'est comme si le système était seul, unique, fermé, pas d'échange avec l'extérieur. Or, ce n'est pas le cas non plus. Donc, on a donc utilisé historiquement un outil que l'on a peut-être à l'usage trop simplifié. Et là, je vais citer des collègues. Donc, il va falloir démystifier ce bilan hydrique comme un outil véritablement utile. Et puis, je vous laisse lire parce que la phrase est forte. C'est donc issu de la bibliographie. Rappeler à la communauté hydrogéologique certains principes fondamentaux qui semblent avoir été oubliés dans le but de simplifier les concepts pour le grand public et les législateurs. J'en porte pas la paternité, mais je suis assez adepte de ce concept. On a un peu simplifié, trop simplifié cette approche. Et puis, cette expression d'un bilan massique simplifié, ça ne tient pas compte non plus du fonctionnement interne du système. Vous avez compris? Les variations temporelles et les transferts à l'intérieur du système ne sont pas exprimés. Et l'équation, de par sa nature, ne peut pas le faire. Donc, on a un problème. Comment intégrer cette complexité dans une approche de gestion de nappes captives inertielle? Et là, cher Bruno, je te rends la parole. Et là, on revient dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est de faire en sorte que les textes réglementaires qui s'imposent à nous, ou leur déclinaison opérationnelle, soient adaptés aux objets que nous voulons gérer. Et là, on va être obligé de recomplexifier quelque chose qui avait été posé comme relativement simple, mais pas adapté aux objets que nous voulons gérer. Alors, oubliez dans un premier temps, dans les textes que j'ai évoqués jusqu'à présent, les nappes captives à grande inertie font l'objet d'un chapitre dédié dans le guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines, édité en 2019 par le ministère de l'Environnement, alors transition écologique à l'époque. Donc vous voyez, on passait de 2007 à 2019 quand même pour arriver à faire intégrer cette complexification. Ce que nous dit, je prends que des traits de ce document, c'est qu'il nous faut un raisonnement à long terme impératif. Donc on sort de la logique annuelle et on est obligé de se projeter à plusieurs décennies pour ce qui nous concerne. On doit prendre en compte l'alimentation directe et par drainance. Ce que disait Alain, il y a une interaction de notre système avec les autres, donc il faut l'intégrer. Et puis la modélisation est nécessaire. Donc sans modèle, on n'est pas en capacité de se projeter sur le moyen et long terme pour imaginer ce que vont donner nos nappes demain. Alors là, j'ai un extrait direct. Ainsi, il est possible que les niveaux baissent alors que les prélèvements n'augmentent plus. Il s'agit d'un état transitoire précédant le retour à l'équilibre, équilibre qui sera atteint au bout d'un temps plus ou moins lent en fonction de l'inertie du système multicouche. Donc là, pour la première fois, on admet que nos objets dont nous avons la gestion, avec des niveaux qui baissent de manière continue, vous l'avez vu depuis plus de 30 ans, eh bien cette baisse continue n'est pas forcément le symptôme d'une surexploitation de la ressource. Et ça, c'est un véritable progrès parce que si on avait pris la première définition à la lettre, on aurait immédiatement interdit tous les prélèvements dans les nappes captives qui alimentent tous les Girondins en eau potable. Vous priviez 1 600 000 habitants de l'eau potable. Là, il y a quand même un élément qui figure dans ce document. On nous parle d'un état transitoire précédant le retour à l'équilibre. Alors là, on nous renvoie à la situation initiale, à l'équilibre, presque avec un grand E. Et en fait, je n'en suis pas certain qu'on le retrouve, cet équilibre. Alors peut-être qu'on va tendre vers un nouvel équilibre. Et là, je redonne la parole à Alain pour qu'il nous expose ce qu'il en pense. Oui, effectivement, on parle d'un équilibre. Et l'équilibre, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une notion de temps. Alors historiquement, vous le savez aussi bien que moi, le temps en hydrogéologie, il est apparu par la mise en équation de Theiss, 1935. Je ne vous refais pas le cours. Après, dans les années 60, on a la capacité numérique des calculateurs qui augmente et qui permet d'envisager les premiers modèles. Et on est en train de vivre, on va dire, heureusement, une amplification importante de la capacité de calcul qui nous permet d'intégrer ce temps. Et là, la temporalité des phénomènes hydrogéologiques sont prises en compte maintenant par la modélisation. Mais uniquement la modélisation transitoire, bien sûr. Le problème, c'est que, je reviens à la problématique évoquée par Bruno,
les systèmes aquifères à grande inertie, ben en fait, on se rend compte qu'ils ont des dynamiques ou des régimes, des durées qui sont relativement longues. Là, je cite les travaux de collègues qui ont travaillé dans des grands aquifères mondiaux, mais notamment sur celui du bassin d'Aquitaine, et qui ont développé une méthode pour calculer, estimer un temps de retour à un pseudo-équilibre. Un pseudo-équilibre, hein, 95% de la stabilisation, même pas, donc pas d'équilibre, hein, pseudo. Et là, selon les différences de valeur des paramètres hydrodynamiques observés, pour celui de Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez grosso modo entre 9000 ans et 1,3 million d'années de temps de retour à l'équilibre. Donc l'équilibre, je suis désolé d'en arriver à cette question, enfin à ce constat, l'équilibre, le régime permanent, ça n'existe pas pour ces grands systèmes-là. On n'est même pas certain qu'au tout début, quand on a commencé à exploiter, on y était déjà. Parce que, vous l'avez très bien compris, il y a des, on en a ce matin, on les a évoqués, hein, les climatiques. Il y a 10 000 ans, et on est dans la fenêtre de tir, là, de ce que je viens. Nous, on était en limite de pergélisol discontinu ici. Donc, quid des événements de recharge qui ont fait suite à ça? Donc, peut-être qu'on était encore sous influence, le petit âge glaciaire également. Et in fine, c'est surtout ça la problématique, parce que on a la mise en équation, on a la conceptualisation des problèmes, mais il y a des problèmes dans la vraie vie, Bruno l'a dit, c'est la gestion. Alors, comment on fait coïncider cette temporalité des décisions avec une temporalité de la modélisation qui commence à devenir maintenant adaptée à ce que l'on veut faire et qui va au-delà même, notamment par les prévisions, avec le régime de nos systèmes. Et c'est là où on a quelques difficultés. Quelques difficultés qu'on va essayer de surmonter quand même. Et je reviens à ce guide d'évaluation. Donc vous l'avez compris, on n'est pas en train de chercher un équilibre, on est en train de gérer un déséquilibre. La question qui va être, c'est ce déséquilibre que nous constatons, que nous générons par notre exploitation, est-il supportable, est-il acceptable ou non? Ce que nous dit donc toujours extrait de ce guide, c'est qu'en résumé, pour ces nappes captives, l'évolution tendancielle des niveaux piézométriques ne permet pas de juger du dépassement ou de la capacité de renouvellement de la ressource disponible par les prélèvements. Mais si l'observation de l'évolution du système ne permet pas de juger de sa capacité de renouvellement, comment va-t-on faire? Là, on est un petit peu sec. Bon, ceci étant, on arrive quand même à nous proposer une démarche en mettant en place des outils de modélisation appropriés afin de pouvoir évaluer l'état quantitatif. Donc, modèle indispensable pour juger de l'état quantitatif. Mais on ne dit toujours pas comment on en juge. Ce qui nous est proposé, c'est d'avoir recours, si nécessaire, au dire d'experts. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas si nécessaire. C'est indispensable d'avoir un outil de modélisation efficace et c'est indispensable d'avoir recours au dire d'experts. Il n'y a pas de méthode face à ces systèmes aquifères ou de ces nappes à grande inertie qui nous permettent de juger de leur état. Il y aura forcément le passage du dire d'expert. Et là, je repasse la parole pour conclure à Alain. En fait, la conclusion, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est pas neuf, ça date de 2002. Emilio Custodio avait évoqué ces grands principes hein, en parlant de surexploitation pour dire que d'un point de vue purement hydrogéologique, ben, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est pas un terme technique, c'est pas un terme hydrodynamique, c'est pas un terme d'hydrogéologie, c'est une notion complexe, transdisciplinaire. Et tout ça pour dire qu'on a besoin d'une évaluation quantitative de l'évolution de la nappe. Et ça date des années 2000. Et pour l'instant, Bruno l'a dit, on est dans l'obligation de gérer un déséquilibre. Voilà, merci. Merci messieurs d'avoir respecté le temps imparti. Il y aura des questions après, hein, donc gardez-les bien en tête. J'appelle Caroline Sander pour nous parler des analyses HMUC. Non, je n'ai pas éternué. Elle va vous expliquer tout ça pour 10 minutes de présentation. Bonjour à tous.
On va passer des nappes à très grande inertie de Gironde aux nappes à très faible inertie du pourtour du Marais Poitevin, avec finalement des questions qui vont peut-être se rejoindre à la fin. Et un retour d'expérience de ce qu'on fait à l'occasion de la révision du SAGE Sèvres-Niortaise Marais Poitevin et sur les analyses HMUC. Donc effectivement à vos souhaits, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Une brève présentation de la structure porteuse du SAGE et du SAGE, donc SAGE porté par l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise, avec différentes missions centrées sur le domaine public fluvial et une mission de planification à l'échelle du bassin versant, en bleu, avec un SAGE un peu vieux, approuvé en 2011, en révision depuis 2018, vaste, 2 régions, 4 départements, ce qui complexifie la donne. Une brève présentation du contexte physique pour que vous puissiez bien suivre la suite. On a au nord des parties de socle et puis tout le reste, tout ce qui est en bleu, c'est du domaine sédimentaire avec des alternances de marne et de calcaire et des nappes en relation avec les rivières. Au centre, vous avez le Marais Poitevin sur des formations argileuses quaternaires qui s'appellent localement le Brie. Une retenue de barrage multi-usage dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et on va surtout se centrer sur le domaine sédimentaire avec ces nappes libres en relation avec les rivières qui sont des cours d'eau pour la plupart soit des vallées sèches, soit des cours d'eau intermittents, donc qui ne coulent pas toute l'année et à morphologie très dégradée, comme on peut le voir sur ces photos. C'est un territoire classé en zone de répartition des eaux depuis longtemps, parce qu'il y a un déséquilibre chronique entre la ressource et les prélèvements, pas à l'année, mais centré sur la période de basse eau. Des volumes prélevés, donc les points qu'on avait sur la carte avant sont les points de prélèvement, il y en a plus de 2000. Pour un volume total de l'ordre de presque 60 millions de mètres cubes par an, avec une majorité pour l'irrigation. Donc si on s'intéresse à la répartition par ressources, on a plus de 80% en eau souterraine. Et si on s'intéresse à la répartition dans l'année, donc en jaune c'est la période d'étiage, en vert la période de hautes eaux. À la période de basse eau, on a 70% de l'eau qui est destinée à l'irrigation. Les prélèvements aggravent les assecs naturels des cours d'eau, notamment. Un petit focus sur ce qui est en train de se passer en ce moment comme mutation au niveau des prélèvements. Donc on a une tendance d'un report des prélèvements de l'irrigation de la période de basse eau à la période de hautes eaux par la construction de ce type d'ouvrages qui sont les réserves de substitution ou bassines ou méga-bassines dont on entend beaucoup parler en ce moment. Qui sont une des mesures ciblées par le SAGE dans sa version 1 et contestée au tribunal et sur le terrain. On a également l'autorisation unique de prélever qui a été annulée au tribunal administratif en 2019 et un des motifs d'annulation, c'est l'absence de volume prélevable dans le SAGE. Ce qui nous a obligés, entre autres, il y a plusieurs raisons, mais ça a fini de faire basculer, à nous lancer dans le calcul de ces fameux volumes prélevables. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, un article du New York Times qui dit qu'on est à la bourre, en gros. Donc, ils ont raison, je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas que la faute du Covid. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce fameux volume prélevable ? Alors, c'est une notion qui est définie dans des textes réglementaires, notamment le décret nouvellement paru de 2021. C'est un volume qui est défini pour la période de basse eau, donc chez nous du 1er avril au 31 octobre, qui concerne tous les usages, c'est-à-dire que ce volume doit, dans le SAGE, être réparti entre les différents usages. Il y a une notion statistique puisqu'il il est garanti de pouvoir le prélever 8 années sur 10, donc déjà ça complique la définition. Il s'applique à une portion de territoire, donc on a défini sur le SAGE des unités de gestion des volumes prélevables, et c'est un couple indissociable avec le débit objectif d'étiage qui permet de le calculer.
Donc c'est un choix politique qui est fait par la clé et qui est validé par le préfet. Et j'insiste sur ça, c'est vraiment un choix politique. Et l'ensemble est révisable. Le volume prélevable n'est pas forcément le volume total qu'on peut prélever, puisqu'il y a une partie qui peut être prélevée en hiver et qui n'est pas visée par ce texte. Alors, comment on calcule des volumes prélevables? Alors là, on a le SDAGE, nous on est dans le bassin Loire-Bretagne, donc le SDAGE Loire-Bretagne préconise une méthode qui s'appelle HMUC. Ça y est, on y vient, mon titre. Donc ça veut dire hydrologie, milieu, usage, climat, du nom de chacun des 4 volets d'études qu'il faudrait mener à bout pour arriver à déterminer le volume prélevable, ou en tout cas à guider les choix de la clé. Donc le volet hydrologie a pour objectif de connaître le régime hydrologique naturel. Ça donne une borne maximale, on ne peut pas prélever plus que ce que donne le milieu, ce que donne la pluie, quoi. Le volet milieu est supposé donner une borne minimale, un minimum qu'il faut laisser au milieu pour qu'il soit en bon état. Donc ça, c'est plus difficile à définir. Je vais vous en parler un peu plus. Et le volume compris entre ces 2 bornes est le volume prélevable au maximum. Et le volume prélevable final, en fait, il est compris dans ce volume. Et il est un choix. Et le volet ajouté par rapport à d'autres études volume prélevables qui sont déjà pratiquées par ailleurs, c'est le volet climat, c'est-à-dire qu'on est supposé évaluer et prendre en compte l'impact du changement climatique sur chacun des 3 autres volets. Donc en pratique, on arrive à le faire à peu près sur l'hydrologie, on en a parlé ce matin, beaucoup moins bien sur les 2 autres volets. Voici un aperçu du déroulement du projet. Je vous disais qu'on était à la bourre, c'est vrai, on est à la bourre parce que c'est compliqué en fait. Inutile de vous arracher les yeux sur le diagramme, hein, on ne peut pas le lire à cette distance. C'est juste pour vous donner un aperçu de la complexité. Vous avez ici le niveau concertation. À chaque rond, c'est une réunion. Et sur chacune de ces lignes, vous avez les différents volets d'études. Donc en bleu, les volets hydrologie qu'on a confiés au BRGM, qui est à peu près terminé, sauf qu'il faut recommencer le volet climat parce qu'il y a eu un nouveau scénario du GIEC livré. Et les lignes vertes, c'est tout le volet milieu. Donc en fait, on a opéré un glissement de calcul de débit écologique vers une prise en compte des écosystèmes dépendants des eaux souterraines dont je voulais vous parler un peu plus. Et la fin de l'étude, c'est de faire la synthèse des différents volets pour arriver au choix des volumes prélevables, et je vais vous en parler un petit peu aussi. Donc c'est déjà une étude HMUC, c'est pas facile, c'est cher aussi. Pour l'instant, en 4 ans, on a dépensé presque 400 000 € et on n'a pas fini. Donc pour évaluer, donc vous avez vu, hein, ce qui est ramifié et compliqué, c'était les lignes vertes, donc l'évaluation des besoins des milieux. On a commencé par suivre les préconisations qui étaient de s'intéresser au compartiment rivière. Or, on a des rivières qui cessent de couler. Et donc les méthodes qu'on doit supposer mettre en œuvre, c'est des méthodes de modélisation des habitats. On regarde combien il reste de surface aux poissons pour vivre en fonction d'une diminution de débit. Donc on a fait ça sur 19 stations. Il y a des endroits où on n'a même pas réussi à en caser, donc on a été obligé de faire autre chose. Et ensuite, on définit en fait le débit biologique, on compare à l'hydrologie naturelle et après on fait une intégrale qui donne le volume maximum prélevable. Ça, c'est le cas d'école. Le cas qu'on a sur 80% des stations qu'on a étudiées, c'est qu'on a un débit écologique, enfin un débit biologique, donc qui est la ligne rouge brisée ici, qui est supérieur au débit mensuel quinquennal sec, qui sert de référence pour le calcul du volume prélevable. Plusieurs mois de la période d'étiage. Donc ça, en clair, sur cet exemple précis, on aurait la possibilité de prélever un petit peu en avril, presque pas en mai et rien les autres mois. Je vous rappelle que le volume prélevable concerne aussi l'eau potable. Donc autant vous dire qu'on se dirige vers un problème.
Heureusement, on a essayé d'avoir quelques autres idées quand même. Le volet hydrologie montre très clairement que quand on s'intéresse aux nappes, il n'y a pas que le volume qui compte, mais il y a aussi la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, notamment via les cônes de rabattement. Et par ailleurs, à un endroit où on n'avait pas réussi à trouver de secteur favorable pour calculer les débits écologiques, on a confié au bureau d'études Aquascope et Caligé un travail sur les relations nappes-rivières que vous pourrez aller, que vous pourrez aller consulter d'ailleurs dans les posters. Et du coup, on a proposé à la clé de travailler sur l'identification, la hiérarchisation et le choix d'écosystèmes dépendants des eaux souterraines à préserver en complément du calcul du volume prélevable tel qu'il est préconisé. Et on espère qu'on pourra s'en sortir par ce biais-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez consulter les études, c'est à cet endroit. Merci Caroline. Je vais demander aux intervenants de revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Et on va passer à une série de questions. 10 minutes de questions. Là-bas au fond, s'il vous plaît. Bonjour, Clément Bugichaud du syndicat du bassin de la Sarthe. J'aurais une question pour justement la Sèvre niortaise. Dans le cadre des études HMUC, on en a qui se lancent un petit peu partout sur nos territoires également. Et des questions qui sont beaucoup ressorties et qui ont donné lieu à énormément de débats, notamment en commission locale de l'eau, c'est la question de la définition de la période d'étiage, qui est définie avec les 7 mois que vous avez présentés dans le SDAGE, et qui est en partie remise en question, puisque au regard de l'année 2022 qu'on a passée, on voit que même le mois de novembre se rapproche finalement d'un point de vue des métriques qu'on peut observer du point de vue hydrologique des mois d'étiage. Et donc c'était pour savoir si c'était des questions qui étaient ressorties dans le cadre de vos études HMUC, et si oui, comment vous aviez traité ces questions-là. Non, c'est une question qui n'a pas fait débat. On s'est basé sur... C'est la période d'étiage qui est définie dans le SDAGE, dont la référence n'a pas fait question. Cependant, on sait, et notamment c'est très bien montré par les calculs qu'a fait le BRGM sur l'impact du changement climatique sur l'hydrologie, que les périodes d'étiage vont avoir tendance à s'allonger, notamment avec le recul qu'on a observé cette année et qu'on observe déjà, un recul du date de reprise d'hydrologie. Oui, bonjour, Patrick Lachassagne, Hydrosciences Montpellier. C'était une question pour Bruno et Alain. Je voulais savoir si vous aviez travaillé sur ces effets transitoires à long ou très long terme avant exploitation. Parce que par exemple, dans les nappes des grands aquifères sahariens, on voit très bien qu'on est sur des effets transitoires de drainage de ces nappes suite aux périodes pluviales d'il y a 15-20 000 ans. Est-ce que sur le bassin d'Aquitaine, on a des évidences de ce type-là, ou est-ce qu'on est dans un contexte un peu différent? On doit être dans un contexte relativement proximal de ça. La dernière fois qu'on a travaillé dessus, c'est Olivier Douez dans sa thèse qui avait montré que sur le système, alors la partie sud du système aquifère du sable inframolassique, on était encore sur un transitoire induit par la fonte du dernier pergélisol et une recharge préférentielle qui s'était passée au petit âge glaciaire. Donc on a des éléments, on va dire, comment je traduirais ça? En fait, on a des éléments d'évolution piézométrique qui font penser que ces baisses-là ne peuvent s'expliquer par des points hauts, donc des maximums de recharge qui ont eu lieu dans le passé et dont on est encore sous l'influence pour pouvoir expliquer en partie les baisses, une certaine partie, fraction de la baisse tendancielle que l'on a observée. Olivier Girard, un petit point par rapport au dossier sur les volumes prélevables. Vous avez abordé une notion qui effectivement ne figure pas dans la méthode de calcul des volumes prélevables, mais que vous avez mentionnée, c'est la notion de politique et de détermination politique. Nous, sur le département de la Côte d'Or, on a 3 bassins versants qui sont en zone de répartition des eaux depuis
quasiment 7 ans maintenant. Donc on a eu alors on n'avait pas la méthode là qui a été mise en place, mais c'était relativement similaire parce que de toute façon on n'a rien réinventé. Au final, c'est le politique qui tranche et le politique n'est pas à la hauteur finalement des enjeux techniques et des enjeux scientifiques. Donc je pense qu'effectivement, vous l'avez souligné, on va droit dans le mur. Il y a une vraie réflexion à avoir et c'est quelque chose qui n'a pas été abordé depuis le début des échanges qu'on a depuis hier. C'est en fait cette notion à un moment donné de la réalité technique par rapport aux enjeux politiques. Un élu, il est là pour le développement de son territoire et aujourd'hui, je pense que les élus ne sont pas encore suffisamment mûrs pour entendre qu'il va falloir fermer le robinet et que ça va impacter le développement du territoire. Voilà. Et c'est pour moi, s'il y a vraiment un point majeur et qui ajoute la complexité sur la définition des volumes prélevables, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand bien même on pourra démontrer que les volumes pour le bon état des milieux, etc., sont de temps, on aura toujours un point de blocage politique qui ne se jouera pas à notre niveau. Oui, ce n'est pas vraiment une question, mais alors, on me signale la présence d'une table ronde et je sais que par contre, les politiques ne sont pas à niveau, je ne sais pas, mais on peut les aider à avoir un certain niveau de compréhension et ça fait l'objet des 2 présentations qui suivent. Je sais pas, on a aussi beaucoup réfléchi sur la question à notre niveau avec un plan de com, etc. J'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet là, mais c'est un vrai gros sujet aussi de ce type d'études. Moi, je vais reprendre ma casquette là de fonctionnaire territorial, le vieux fonctionnaire territorial. Peu importe que l'élu ait le niveau ou pas, il a la légitimité à décider. Et j'ai dit qu'il appuyait ses décisions sur un dire d'expert. À nous d'être bons pour que la décision soit bonne. Mais on ne peut pas lui reprocher à lui de ne pas prendre la bonne décision. Ok, question pour Caroline, ce sera du coup que technique et pas politique. Les élus peuvent rester, rentrer, il n'y a pas de souci. Je suis très intéressé par la partie lien avec les autres éléments qui permettent de voir les relations d'infrivière que tu exposais là. Et je voulais te demander s'il y avait, par rapport aux questions qu'on s'est posées, toi, moi, sur l'axe Sèvres, avec entre les lâchers du barrage et l'arrivée à Niort, de disparition dans la nappe, de recharge de l'un par endroit, si on avait des moyens avec ces méthodes indirectes, de voir les endroits où il y a une drainance préférentielle sur le fond de la rivière, avec d'autres méthodes que faire des jaugeages tous les 500 mètres. Voilà, c'est une question que je me posais, savoir si le recul que tu as sur tous ces éléments-là sur l'axe Sèvres, l'idée que tu en as sur l'estimation de ces pertes. Voilà. Dans le cahier des charges que je suis en train d'écrire pour le dernier bout d'études, on se basera essentiellement sur des jaugeages qu'on a en bibliographie et la déduction par rapport à la traversée de la nature des terrains traversés par le cours d'eau. Alexis Robert, département de la Mayenne. Une question pour Caroline. Ou une remarque plus globale sur les déterminations de volume prélevable. Je trouve que l'importance des débits écologiques est énorme sur les résultats d'études, alors qu'ils sont potentiellement, comme tu l'as souligné, influencés par la morphologie des cours d'eau. Qu'est-ce qu'on aurait comme piste, tu en as présenté une, pour avoir d'autres indicateurs complémentaires à celles des débits écologiques? Alors, la morphologie des cours d'eau joue, c'est clair, et c'est une des conclusions de l'étude, c'est qu'il faudrait travailler sur la morphologie des cours d'eau pour améliorer la capacité de résilience du milieu à des débits faibles, que les débits soient impactés ou pas d'ailleurs. Et comme autre outil, je pense qu'il y a un gros besoin de développement de méthodes autres que les débits écologiques qui, à mon avis, voilà, je donne un avis personnel, hein, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode à mettre en œuvre sur un territoire comme le nôtre. Peut-être que ça marche à d'autres endroits, mais chez nous, moi, franchement, je m'interroge sur la pertinence de cette méthode
sur des cours d'eau comme ceux que je vous ai décrits. Et en alternative, donc j'ai fait pas mal de, quand j'ai vu qu'on allait un peu dans le mur, j'ai fait pas mal de bibliographies et les propositions que j'ai faites sont basées sur les politiques publiques de gestion des eaux souterraines d'Australie et de Californie, qui prennent en compte les impacts locaux des prélèvements sur les écosystèmes qui sont en relation avec les eaux souterraines. Donc ça peut être les zones humides, ça peut être les cours d'eau, ça peut être les écosystèmes souterrains aussi. Nous, on a des phénomènes de dénitrification naturelle, par exemple, qu'il faudrait éviter de mettre à mal en prélèvement au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, c'est le genre de piste que j'ai essayé d'identifier et je suis en train d'essayer de rédiger le cahier des charges correspondant. D'ailleurs, s'il y a des candidats pour répondre éventuellement quand le cahier des charges aura été publié, ça peut nous intéresser. Très bien, merci, chers collègues. On va passer... Oui, bah allez-y.